Mes chers amis, bonsoir. Dans les années 80, le système solaire était dans une configuration unique. La majorité des planètes, y compris les 4 géantes gazeuses, se trouvaient dans le même endroit du ciel. Et c'était une occasion rêvée qui n'allait pas se reproduire avant des siècles. La NASA s'est donc préparée dès les années 70 pour concevoir des sondes révolutionnaires. Vous les connaissez forcément, c'est Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 et Voyager 2. Aujourd'hui, un demi-siècle après, 2 d'entre elles sont encore en activité, et les 2 autres ont rompu le contact, à jamais. Et depuis quelques années, la NASA peine, tant bien que mal, à maintenir le contact. Et c'est là que le défi commence pour ces sondes, parce que le voyage interstellaire les attend. Pourtant, il y a une chance infime qu'elles soient détruites dans la seconde qui suit, et sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Les extraterrestres ? Non, bien plus bête que ça en fait. Et même si cette probabilité est très faible, elle existe quand même. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais pas vous détailler tout l'historique des missions, parce que ce serait beaucoup trop long, c'est pas le sujet de la vidéo, il y en a d'autres qui en parlent très bien, des documentaires, des bouquins, etc. Mais pour résumer vite fait, la configuration de l'orbite des planètes extérieures du système solaire, donc les géantes gazeuses, a poussé la NASA dès les années 70 à créer le programme Pioneer, puis ensuite le programme Voyager, avec ces 2 sondes mythiques qui ont décollé en 1977. Et oui, 2 sondes, comme les sondes Pioneer en fait, c'est pour ça qu'il y en a 4. Ça permet de limiter les dégâts en cas d'échec, si jamais une des 2 voit sa mission compromise, de quelque manière que ce soit. Voyager 1 survolera Jupiter le 9 mars 1979, avec des images exceptionnelles pour l'époque, puis survolera Saturne le 9 novembre 1980, avant de quitter le plan de l'écliptique et de filer vers l'espace interstellaire. Sa sœur jumelle, le Voyager 2, survolera Jupiter le 9 juillet 79, puis arrive plus tard vers Saturne en août 1981, avant de se diriger vers Uranus en janvier 86, puis Neptune en août 89. C'est la seule et unique construction humaine à avoir visité les 2 géantes de glace dans toute l'histoire de l'humanité. Entre-temps, la NASA a amélioré son système de radiotélescope, parce que plus elle s'éloigne dans l'espace lointain, plus c'est difficile d'échanger des informations. Dans les années 90, leur mission interstellaire commence, et Voyager 1 en profitera pour réaliser ce qu'on appelle la photo de famille, un portrait des planètes du système solaire, photographié à des milliards de kilomètres. Les 2 sondes sont encore en activité. Bon, une activité très faible, mais une activité quand même. Mais Pioneer 10 et 11, qui ont été lancés quelques années avant le programme Voyager, ont rompu le contact en 1995 pour Pioneer 11 et en 2003 pour Pioneer 10. Ça fait plus de 2 décennies que les sondes sont muettes à jamais. Bon, il faut dire, l'exploration du système solaire extérieur, ça prend un temps considérable, même en filant à des dizaines de kilomètres par seconde dans l'espace. En fait, plusieurs générations se sont succédées et ont suivi les survols sur les 4 géantes gazeuses. Ça a duré plus de 20 ans. Sans compter les messages que l'humanité a envoyés, telle une bouteille à la mer, à destination de potentielles civilisations extraterrestres, avec les plaques de Pioneer et le Voyager Golden Record, même si la chance d'une interception par E.T. soit absolument infinitésimale. Les sondes Voyager s'éloignent de la Terre à une vitesse de 17 km par seconde. Ça fait 60 000 km/h. Avec une telle vélocité, on va sur la Lune en moins de 7 heures de trajet, là où les missions Apollo ont mis plus de 4 jours. Voyager 1 est l'objet artificiel humain le plus loin de sa planète d'origine, à plus de 25 milliards de kilomètres en 2025. Ce qui veut rien dire. Enfin si, ça veut dire quelque chose, mais ça veut rien dire pour notre cerveau humain. Ce dernier n'est d'ailleurs même pas capable de faire la différence entre 1 milliard et 25 milliards. C'est juste trop grand. Il faut avoir des échelles de comparaison pour que ça ait du sens. Si je vous dis que Voyager 1 est 160 fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre, là tout de suite, c'est plus compréhensible. Le signal met 22 heures à atteindre la sonde en vitesse lumière. Et encore pire, il est ultra faible. L'émetteur a une puissance de 23 watts, ce qui est l'équivalent d'une ampoule de frigo. À sa distance actuelle, le signal qui est reçu sur Terre est des milliards de fois plus faible
que le signal d'un téléphone portable. Sans compter le débit de transfert qui est absolument famélique. Envoyer des commandes ou recevoir des photos et des vidéos, ça prend un temps fou. En même temps, il n'y a pas de livreur qui est parti dans l'espace aller rechercher tout ça sur un disque dur. Au début de la mission, les sondes étaient relativement proches de la Terre, et leur débit de transmission était de 115 kilobits par seconde. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour échanger des informations. Aujourd'hui, et désormais équipé d'un réseau de radiotélescopes gigantesques autour du globe et des infrastructures ultra-modernes, la NASA communique difficilement avec Voyager avec un débit de 160 bits par seconde. 160 bits par seconde. 20 octets la seconde. C'est incroyablement lent et faible, c'est quasiment indescriptible. Ma connexion internet, c'est 300 millions de bits par seconde. Si Voyager 1 veut se faire une soirée Netflix et télécharger un film de 2 heures en bonne qualité et en bonne résolution, il lui faut plusieurs années. Plusieurs années en continu de téléchargement. C'est vous dire à quel point c'est lent. Bon, évidemment, c'est pas possible, mais c'est juste une ordre d'équivalence pour vous rendre compte à quel point c'est difficile de communiquer. Bon, faut dire, la mémoire unifiée de son ordinateur de bord est de 70 kilo-octets. Mon ordinateur est 1 million de fois plus puissant. Mais en même temps, c'est normal. Elle date des années 70. Les sondes Voyager, et Pioneer par la même occasion, ont beau être les représentantes de leur époque en matière d'électronique, ça n'en fait pas moins d'elles des bijoux de haute technologie. Mais une technologie limitée. Leurs générateurs thermoélectriques à radioisotopes, leurs piles nucléaires en gros, s'affaiblissent avec le temps. Ils sont extrêmement efficaces, mais pas éternels. Et la deuxième raison, c'est que Voyager 1, en plus d'être extrêmement loin de la Terre, est également extrêmement petite dans le ciel. Pour rappel, la taille apparente ne représente pas la taille réelle des objets, mais simplement la quantité d'espace qui prend dans votre champ de vision à 360 degrés. Mon téléphone qui me sert de caméra mesure 16 cm de long. Qu'il soit devant moi ou à l'autre bout de la galaxie, sa taille reste la même. Ses dimensions ne changent pas, mais sa taille apparente dans mon champ de vision a changé. Au lieu de prendre environ 10 degrés là dans mon champ de vision, à l'autre bout de l'univers, il prend rien du tout. L'antenne de Voyager 1 mesure 3,66 mètres de diamètre et il se trouve à 25 000 milliards de mètres. Donc en taille apparente, ça fait 0,03 microsecondes d'arc. Un tour complet, c'est 360 degrés. L'antenne de Voyager 1, c'est 119 milliardième de degré, qui lui-même est 1/360e d'un tour complet. Il faut empiler 43 508 milliards d'antennes de Voyager 1 les unes à côté des autres pour former un tour complet autour de la Terre avec un rayon de 25 milliards de kilomètres. Ce qui ne sert absolument à rien. Voilà. C'est tellement petit que parmi la quantité de lumière qui voyage dans l'espace, une infime portion de photons rebondissent sur l'antenne de la sonde. C'est si peu que ça explique le débit actuel qui est très lent. Communiquer avec des objets aussi lointains et avec une technologie aussi vieille, c'est un énorme défi technique. Chaque commande envoyée reçoit sa réponse 44 heures plus tard. 22 heures aller, 22 heures retour. Et ça, c'est si jamais on reçoit une réponse. Parce que c'est pas toujours le cas. La puissance du signal radio reçu par la NASA est de l'ordre de quelques milliardièmes de watts. Pour le capter, l'agence spatiale a développé le Deep Space Network, un réseau de radiotélescopes dont les observatoires se trouvent à Goldstone aux États-Unis, à Robledo en Espagne et à Canberra en Australie. Ces trois coins du globe permettent d'avoir une vue à quasiment 360 degrés autour de la Terre, dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Les instruments de Voyager 1 et 2 ont été conçus il y a 50 ans et ils tombent régulièrement en panne. En juillet 2019, alors que Voyager 2 se trouvait à plus de 18 milliards de kilomètres, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ceux qui s'occupent de l'aspect technique, ont coupé le chauffage de la majorité des instruments juste pour économiser de l'énergie. Et ouais, les piles nucléaires ne sont pas éternelles, et les instruments qui en dépendent non plus. Ce qui du coup a donné à d'innombrables problèmes de communication. Depuis plus de 15 ans, la NASA a même rompu le contact pendant plusieurs mois pour régler les problèmes. Voyager 1 avait renvoyé plusieurs fois des données illisibles à cause d'une panne de système de la mémoire vive de l'ordinateur de bord.
L'équipe a dû fouiller des documents d'ingénierie de conception de la sonde qui dataient des années 70 et qui étaient tous scannés à la main. Ils ont réussi à contourner la mémoire défectueuse et à reprendre le contrôle de la sonde, mais un contrôle partiel seulement. Et ce genre de close call, ça arrive très souvent. On a failli perdre le contact des dizaines de fois. On estime que d'ici la fin de la décennie, il y a 50% de chances qu'une des deux sondes voyageurs rejoigne le destin inévitable des sondes Pioneer. Mais c'est pas spécialement triste. Elles vivent déjà depuis longtemps en sursis, la NASA ne fait que les maintenir en vie. Même très faibles et vétustes aujourd'hui, elles ont déjà une longévité exceptionnelle. Et ces sondes-là, elles s'éloignent de la Terre de 525 millions de kilomètres chaque année. Et elles ne reviendront évidemment jamais. Mais leur voyage ne fait que commencer. Parce que à peine sorties de l'héliosphère et avoir pénétré l'espace interstellaire, elles mettront des centaines de milliers, voire des millions d'années pour atteindre le survol d'autres étoiles. Si l'humanité prospère jusqu'à résoudre la question du voyage interstellaire, il est bien possible que nous dépassions Voyager 1 bien avant qu'elle n'atteigne 1% de son voyage vers le prochain survol d'une étoile. Mais le jour où toute communication sera coupée, ce sera la fin de la mission. Et pourtant, même en étant muette, on est capable de savoir où se trouvent les sondes. Si on connaît leur vitesse et la zone du ciel où elles se dirigent, on peut estimer en temps réel leur position dans l'espace par rapport à nous. Sauf que, bon, rien nous permet vraiment d'être sûr qu'elles soient encore là. D'une seconde à l'autre, elles peuvent être détruites. Le risque est minime, mais il existe quand même. La première hypothèse, c'est la récupération par une civilisation extraterrestre qui tentera tant bien que mal de décoder des messages qu'on leur a laissés sur les plaques Pioneer et le voyageur Golden Record, même s'il y a plus de chances que les extraterrestres n'y comprennent strictement rien. D'ailleurs, il y a plus de chances qu'il ne se passe rien du tout. L'autre probabilité, qui est déjà bien plus problématique pour nous, c'est la désintégration instantanée des sondes. Le milieu interstellaire a beau être encore plus vide que l'orbite basse autour de la Terre qui est déjà bien vide, il n'en est pas moins entièrement dénué d'atomes. Le vide absolu, théoriquement ça n'existe pas. Donc il y a quand même quelques poussières qui se trimballent ici et là. J'ai dit que Voyager 1 s'éloignait de nous à 17 km par seconde, soit environ 60 000 km/h, ce qui est au passage 2 fois plus rapide que la Station Spatiale Internationale. Oui, mais uniquement selon notre référentiel terrestre. Du point de vue de la galaxie, il faut rajouter la vitesse initiale du système solaire, qui orbite autour de la Voie lactée à 250 km par seconde, soit 900 000 km/h. Donc ça fait presque 960 000 km/h au total. Et cette vitesse est si importante que n'importe quel contact avec un grain de sable de l'espace ou même juste une poussière peut libérer jusqu'à 150 000 joules, soit l'équivalent de l'explosion d'une grenade. Non, pas le fruit. Si un grain de sable vous effleure le front, bon, vous le percevez même pas. Si ce même grain de sable vous fonce dessus à une vitesse apparente pour vous de 500 km/s, 250 pour vous, 250 pour lui, là ça fait un peu mal. Un peu beaucoup. Et dans le cas d'une poussière, l'énergie libérée est beaucoup plus faible. Mais elle est concentrée dans une zone tellement microscopique qu'elle se vaporise lors de l'impact et crée une micro-explosion thermique. C'est suffisant pour détruire intégralement la sonde. Du jour au lendemain, dans 1 million d'années ou dans une seconde, les sondes spatiales lointaines peuvent être détruites instantanément sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Et c'est peut-être déjà le cas pour Pioneer 10 et 11, alors que le contact a été perdu depuis plus de 20 ans. En vrai, le risque est très faible, mais il existe. Le destin des 5 premières sondes lointaines qu'a envoyé la NASA, en comptant New Horizons, qui a survolé Pluton en 2015, est de s'enfoncer dans le milieu interstellaire pour les prochains millions d'années à venir, tout en comportant le risque que tout soit terminé si elles ont l'infortune de croiser la moindre poussière dans cet océan de vide. Et personnellement, je trouve ça à la fois flippant et fascinant. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, merci beaucoup pour le soutien des dernières vidéos. D'autres épisodes beaucoup plus longs arriveront dans le futur, et en attendant vous pouvez toujours vous abonner, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques, et pas que cosmiques d'ailleurs. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut.